pire que l'insécurité, il y a le sentiment d'insécurité. Qu'est-ce que vous pensez actuellement de notre police française? Je vais dire des choses contrastées, en ce sens qu'elle a à la fois énormément de travail. D'autre part, il y a une chose que je ne comprends pas. C'est comment on laisse presque libre les Black Blocs. Elle est souvent sur tous les fronts. Elle n'est pas forcément très bien soutenue par le gouvernement. La situation est très complexe. Il y a des violences de part et d'autre. Elle est partout. C'est comme le journal pendant la Seconde Guerre mondiale, je suis partout, ça me fait le même effet. Moi, je distingue l'institution des policiers qui peuvent être racistes ou des policiers qui peuvent être violents, mais on a le droit de penser à une réforme, quoi. Enfin, c'est pas un tabou. Tous les gens qui critiquent, c'est vraiment moche, voilà. Beaucoup de débordements en ce moment. Je pense que la situation est un peu grave. À la fois, oui, j'ai envie de les soutenir, mais c'est vrai, avec ce qu'on voit avec les médias, avec la loi qui est passée, voilà, les bavures, c'est vrai que c'est passé un peu. Bien, bonjour une nouvelle fois aux amis d'Idéal Média, de l'Institut des Libertés. Nous voici de nouveau réunis pour traiter ce vaste sujet « La police ne peut plus rien pour vous ». Vous savez que nous avions pris ce terme générique pour essayer de disséquer un peu tous les problèmes liés à la délinquance, liés à l'insécurité, liés à l'organisation de la police, et par-delà, essayer d'en tirer des enseignements, essayer d'en faire une analyse globale, voire une analyse philosophico-politique. C'est un peu le but de l'Institut des Libertés. Avant de procéder à cette interview qui va réunir 3 intervenants, on a procédé à un micro-trottoir que vous avez pu visionner avant cette interview. À l'occasion de ce micro-trottoir, on a pu voir à quel point les appréciations de nos concitoyens étaient diverses et variées, étaient pleines de bon sens et appelaient de notre part une réflexion et une analyse. Aujourd'hui, j'ai souhaité accueillir Monsieur Laurent Berton, qui a écrit La France orange mécanique, Guérilla le temps des barbares, La France interdite et L'éloge de la force, je crois, que j'ai demandé au Père Noël de m'apporter dans sa hotte et que j'espère pouvoir lire très bientôt. Également Patrick Ivars, commissaire divisionnaire honoraire, Marcel Ménessier, qui est un ancien collègue également, qui nous parlera de son quotidien de policier, et Olivier Damien, qui est en visioconférence, qui lui également a été commissaire divisionnaire, responsable du syndicat des commissaires, qui est le syndicat majoritaire dans le corps des commissaires. Aujourd'hui, le thème de notre émission, c'est la police, pourquoi tant de haine ? On va essayer d'aller crescendo en demandant le témoignage à notre ami Ménessier de son quotidien, de ce qu'en ressent, ce qu'ont pu ressentir également nos 2 collègues au cours de leurs 30 ou 35 années d'exercice de la fonction policière. Et on aimerait que M. Oberton, par sa vision beaucoup plus globale, puisse faire la synthèse un peu sociologique, sociétale, de tout ce que l'on connaît aujourd'hui. Voilà, Marcel, on aimerait que tu puisses, je crois que tu as écrit un livre, Flics de France, pourquoi tant de haine, puisque c'est le titre de notre interview. On aimerait que, je l'ai lu, j'ai vu que c'était en fin de compte une espèce de main courante de tout ce que tu as pu vécu, tout ce que tu as pu vivre, et on s'est rendu compte à quel point ton vécu, puisque pour reprendre sur mon lapsus, ton vécu t'avait marqué, et à quel point tu étais convaincu de ta mission policière, et qu'aujourd'hui, avec le recul, tu doutes et tu te dis comment nos collègues peuvent vivre le quotidien aujourd'hui, un quotidien de policier, c'est quoi aujourd'hui? Tout à fait. Alors, j'ai écrit ce livre après 40 ans de carrière, parce que je suis rentré à l'école de police en octobre 1979.
Donc j'ai voulu écrire ce livre principalement pour expliquer au grand public ce qu'ils ne savent pas, les missions que l'on fait quotidiennement, et puis aussi expliquer la difficulté de plus en plus grande à exercer notre métier. De plus en plus pénible parce que tout est fait pour nous rendre la tâche difficile. Alors on a des problèmes parce qu'on n'est pas soutenu en fait. On n'a pas le sentiment aujourd'hui quand on est policier d'être soutenu par qui que ce soit. Alors on n'est pas soutenu par la justice, on n'est pas soutenu par le gouvernement, on n'est pas soutenu par la population non plus. Hein. Les syndicats, bon, ils font ce qu'ils peuvent, mais on trouve pas ça extraordinaire non plus. Hein. On n'est pas, voilà. Et donc c'est de plus en plus difficile. Et puis c'est toujours la faute du policier, quoi. Alors, tout est sur le dos du policier. La moindre intervention, c'est le policier qui est mis en cause, sa parole n'a plus de valeur, et alors ça devient même un danger permanent d'intervenir, et c'est pourquoi il y a beaucoup de policiers maintenant, de plus en plus, qui veulent, entre guillemets, lâcher l'affaire, parce que ça devient dangereux. Chaque intervention, les policiers mettent en danger leur carrière, leur intégrité physique, pour certains même leur vie, donc à ce moment-là ils se disent bon voilà, pourquoi continuer, surtout que voilà pourquoi, parce que le travail qu'on fait on n'a pas le résultat escompté, il n'y a pas les gens que l'on arrête ne sont pas punis ou presque pas punis, voilà. Et puis c'est surtout un danger permanent. Et puis, de tous les côtés, en fait, le métier est de plus en plus difficile. La procédure est très lourde. On passe notre temps à gratter du papier, en fait. Qu'une garde à vue dure 24 heures ou 48 heures, on passe notre temps à écrire. Si on prend une garde à vue quand on est de permanence, par exemple le week-end, on arrive le samedi matin jusqu'au dimanche soir. Le dimanche soir, on a une tête comme ça. Parce que on est sans arrêt en train d'écrire. On fait que ça pendant 24 heures ou 48 heures. C'est que de la procédure pour l'enquête en elle-même, pour faire que quelques feuilles finalement. Tout le reste, c'est que de la procédure, quelque chose de très lourd. Donc c'est épuisant, c'est. Voilà. Tu as exercé dans le 18e arrondissement, je crois. Oui, j'ai fait la majeure partie de ma carrière, enfin la moitié de ma carrière dans le 10e arrondissement et l'autre moitié dans le 18e arrondissement. Alors, le 18e arrondissement, tout le monde connaît le 18e arrondissement, c'est la bonne école, hein, parce que quand on a travaillé dans le 18e arrondissement, je pense qu'on peut travailler partout ailleurs. Mais c'est fatigant. C'est entre guillemets, c'est l'usine. Voilà. Beaucoup disent est-ce que le policier de base aujourd'hui doute de la légitimité de sa mission? Absolument, oui, parce que là, il y a un épuisement total de tous. Là, c'est quand même la première fois où je vois des collègues vouloir démissionner en masse. Je crois que dans l'Isère, il y a à peu près 200 policiers qui veulent démissionner, mais j'ai jamais entendu parler de ça, quoi. C'est devenu catastrophique, quoi. Alors, on voit bien quand même, au travers de l'actualité, on a vu ces derniers temps un nombre conséquent de mises en cause de policiers, au travers de ce que d'aucuns appellent des violences policières. De l'autre côté, on voit des policiers en colère qui demandent qui sont susceptibles de démissionner ou qui tous les soirs vont à l'Arc de Triomphe manifester leur mécontentement, etc. On voit bien qu'il y a là une forme de convulsion de la société et qu'une perte de repères aussi bien de la population que de la police qui a une mission régalienne de sécurité. Donc on peut quand même s'interroger. J'ai presque envie de dire qu'on vit presque un drame shakespearien. On a l'impression que c'est les Montaigu et les Capulet qui ont un mal de chien à s'entendre, alors que sur le domaine de la sécurité, tout le monde, il devrait y avoir un consensus général et personne ne devrait se poser de questions. J'aimerais savoir comment on peut expliquer qu'on en soit arrivé à cette situation. Comment se fait-il qu'il y a un tel divorce à l'égard d'une mission pourtant nécessaire, absolument utile. En béotien, j'ai envie de dire, je voudrais me montrer béotien et dire, expliquez-moi comment se fait-il que ce divorce soit consommé à ce point?
Alors Roméo et Juliette, c'est une histoire qui se termine mal, hein, histoire d'amour. Mais j'ai vu le micro-trottoir. Oui et non, parce qu'à un moment donné, tout à la fin, au contraire, on va ériger une statue à ces deux personnages mourants, et les Montaigu et Capulet vont se réconcilier. Après leur mort. Bon, voilà. Alors, nous, ce qu'on préférerait, c'est qu'on donne à la police les moyens d'être efficace, et puis qu'on lui donne le moral, avant de la détruire totalement. Parce que j'ai vu sur le micro-trottoir ce que les gens pouvaient en dire. C'est sûr que c'est pas terrible, on a l'impression que les Français n'ont pas une très bonne image de leur police, et quand on écoute Marcel, effectivement c'est un vécu que je connais, que je partage, parce que ce soit en sécurité publique ou en police judiciaire, à Paris, c'est à peu près le même ressenti. On se dit, au bout d'un moment, on se dit à quoi ça sert, à quoi bon. Maintenant, si on compare ce que disaient les gens dans le reportage et notre vécu à nous, est-ce qu'on parle vraiment de la même police ? Je me pose la question. Pourquoi ? Parce que dans le reportage, j'ai eu le sentiment que les gens parlaient surtout de police de maintien de l'ordre. J'ai eu le sentiment qu'ils parlaient surtout de la police en uniforme qui encadre les manifestations. Alors que la police qu'on a vécue, nous deux, c'est la police de l'investigation. C'est-à-dire c'est celle qui arrête les bandits. Et on s'aperçoit que finalement, c'est pas ce dont parlent les gens dans ce micro-trottoir. Les gens dans le micro-trottoir, ils parlent pas de la police qui arrête les délinquants, ils parlent pas de la police d'investigation, ils parlent de la police du maintien de l'ordre. Alors c'est pas tout à fait la même chose. Ce qu'il y a, c'est que la police est mal vue par les gens du reportage au travers du maintien de l'ordre, et ça implique que d'une façon globale, les gens mettent tous les policiers dans le même panier, j'allais dire, et d'une façon globale ne fassent pas la différence entre ce qui est maintien d'ordre, ce qui est investigation ou les autres missions de la police. Maintenant, c'est certain que le policier, il n'a pas le moral. Le policier, il est complètement désabusé. Le policier d'investigation, il se dit mon travail, à quoi sert-il ? Je passe mon temps à arrêter les gens, que la justice remet dehors, parce que la prison n'est pas la solution, parce que c'est pas ce qu'il faut faire, parce que on me considère comme étant quelqu'un d'éventuellement dangereux pour les libertés individuelles, on considère que je suis un danger pour la société, puis finalement on a le sentiment que le policier se dit que plus dangereux que le délinquant pour la société, c'est lui, c'est le policier. Alors il a parfois envie, peut-être, de jeter l'éponge, d'arrêter l'investigation, d'arrêter les bandits, et puis de partir, d'avoir une mutation en province, ou de partir dans des services qui sont beaucoup plus calmes, comme des services de gestion humaine, de ressources humaines, de formation. L'image du policier aujourd'hui, c'est quoi ? C'est l'instrument de la répression. C'est ça. Les gens ne voient que ça, c'est la répression, c'est la matraque, c'est ça. Alors que le travail d'investigation se voit beaucoup moins, mais c'est le travail qui fait que les gens sont à peu près en sécurité quand ils rentrent chez eux le soir. Voilà. Ça, c'est important. La mode, c'est on n'entend que ça, les violences policières. Alors, je vais jusqu'à dire il n'y a pas de violence policière. Violence policière, ça veut dire quoi ? C'est une violence illégitime. Et pour moi, il n'y a pas de violence illégitime. Même s'il peut y avoir des cas rares, on est d'accord. Mais il n'y a pas de violence policière. La police fait usage de la force. Parce que comment maîtriser, interpeller, arrêter quelqu'un qui s'oppose violemment à son interpellation, sans utiliser la force. Mais on utilise la force. D'ailleurs, en procédure, c'est la force strictement nécessaire. Strictement nécessaire. Voilà, c'est pas de la violence. Il faut retirer ce mot-là de violence et ne pas l'assimiler à la police. La police, elle utilise la force. Tout à fait. Mais c'était tout à fait intéressant ce que tu as dit, parce que il est vrai qu'aujourd'hui, c'est tellement réducteur ce prisme du maintien de l'ordre qu'en fin de compte, on ne nous voit qu'à travers ça, alors qu'on n'en est pas responsable. Quelque part, hein. Il y a eu des décisions politiques de vouloir traiter un problème politique par du maintien de l'ordre, et aujourd'hui, je crois que c'est la police qui en paye un lourd tribut. J'aimerais, Olivier, que tu nous donnes ton avis, toi, en tant qu'ancien responsable du syndicat des commissaires, ce que tu as pu voir, ce délitement de la fonction policière au cours de ta carrière. Oui, bien sûr, hein, c'est sûr que je l'ai vu comme vous l'avez vu. Alors, c'est vrai que nos compatriotes, on l'a vu par l'intermédiaire de ce micro-trottoir, se prononcent sur ce que les médias leur font voir. Et c'est bien là le problème, c'est que les médias actuellement focalisent
comme vous venez justement de le souligner, sur les opérations de maintien de l'ordre. Et les quelques débordements que ces opérations suscitent parfois, elles en ont toujours suscité. Moi, je suis, contrairement à nos deux collègues, moi je suis un homme de sécurité publique, je n'ai jamais fait d'investigation. Par contre, j'ai fait du maintien de l'ordre, de l'anticriminalité, j'ai fait de la sécurité publique. Et c'est vrai que ce que j'ai pu voir depuis le moment où j'ai commencé ma carrière, c'est comment dirais-je, les charges qui peu à peu ont pesé sur les épaules de nos collègues, entravant les actions de terrain de manière de plus en plus lourde, de plus en plus systématique. Les policiers de terrain, les policiers de sécurité publique sont de ce fait devenus, au fil des années, moins disponibles pour les missions de police parce que plus tournés vers la procédure, vers des démarches administratives, vers un certain nombre de choses. Ça, je l'ai vu en tant que praticien du terrain. Et puis évidemment, je l'ai vu lorsque j'étais responsable du syndicat des commissaires, avec les remontées de nos collègues qui se plaignaient déjà il y a de nombreuses années de cette charge administrative, de cette charge procédurale qui n'en finissait pas de s'alourdir et qui mettait un frein considérable à l'efficacité de nos services. Donc ça, c'est extrêmement important. On a effectivement une disponibilité qui a diminué au fil des années et nos concitoyens s'en sont bien rendus compte. Quand aujourd'hui ils témoignent un certain nombre de choses, tout en étant extrêmement lucides. Et c'est important, tout à l'heure, je ne sais pas qui le disait, mais ce micro-trottoir est très intéressant parce que on se rend compte qu'ils ne sont pas fous, nos concitoyens. Ils ont bien compris les problèmes. Ils ont bien compris que ça n'était pas un problème policier, mais c'est un problème de gouvernance. Et quand je parle de gouvernance politique, mais je parle aussi de gouvernance technique policière. Et ça, ils l'ont bien vu. Et j'ai été extrêmement et agréablement surpris de voir qu'ils en étaient tout à fait conscients. Donc, oui, au fil des années, la charge qui s'est accumulée sur les épaules des policiers de terrain notamment, mais pas que, hein, j'entends ce que disaient nos collègues sur l'investigation, a considérablement pénalisé l'action de la police. Aujourd'hui, on paye tout ça, moins de disponibilité, des faits élucidés en chute libre, enfin bref, plein d'inconvénients. Et puis, le maintien de l'ordre, qui a pris une part importante ces dernières années, il est vrai, mais qui est extrêmement, voire trop médiatisé, et avec la conséquence inéluctable que nos concitoyens finissent par ne se forger une idée qu'à travers les quelques errements auxquels on a pu assister. Et c'est bien dommage parce que ça n'est pas évidemment révélateur du travail de la police, c'est certain. Oui, Monsieur Oberton, vous venez d'entendre le témoignage de 3 policiers qui viennent de vous faire part de leur vécu. J'estime que les policiers ne sont en fin de compte que des vecteurs d'appréciation de la société. En parlant de leur malaise, ils reflètent en fin de compte le malaise beaucoup plus global d'une société que vous avez dénoncé dans vos écrits. Je crois que ces derniers temps, la France vit de véritables convulsions et c'est un peu comme si on avait un malade dans une chambre qui a de la fièvre et au lieu de prendre la fièvre du malade, on prenait la fièvre du médecin. C'est exactement au travers des témoignages qu'on vient de vous donner, au travers du micro-trottoir qu'on a eu, au travers de tout ce qu'on entend ces derniers temps au travers des médias, on a l'impression qu'on prend en permanence la température du médecin et on oublie de s'occuper du malade qui est dans la chambre et qui est en pleine convulsion. Je crois qu'au travers de vos livres, c'est ce que vous avez voulu expliquer, à travers de la montée de la violence, La France interdite, je l'ai lu également, ressort du même discours. Est-ce que justement, en partant de ces témoignages que vous venez d'entendre, est-ce que vous pouvez nous donner un éclairage beaucoup plus global sur les convulsions de cette société ? Je crois qu'en effet, les policiers sont victimes d'une grande fiction, une fiction médiatique et étatique qui est celle du vivre ensemble. Et comme cette utopie s'effondre sous nos yeux, les médias, de manière tout à fait complotiste, vont accuser les ambulanciers. Pas réellement les médecins, puisque les médecins seraient les juges. Et là, ce sont des médecins qui sont homéopathes. Parce que c'est aussi une des parties du problème, c'est qu'en fait, les policiers sont les seuls à faire face à ce réel tous les jours, et ce réel n'a pas accès aux grands médias.
Et donc, leur vision du monde, qui est dramatique, la plupart de nos concitoyens, malheureusement, n'en ont absolument aucune idée. Ils ne voient que les fameux épisodes médiatiques, les violences policières, l'affaire Zecler, le croche-patte à la République, etc., le contrôle aux faciès, enfin, toutes ce sont des inventions absolues, et qui, dans la population, vont rencontrer un écho assez formidable, puisque la population est malheureusement abreuvée en continu par ces grands médias. Donc, nos concitoyens se font une idée du métier de policier qui est très, très éloignée de la réalité. Et les policiers sont aujourd'hui les seuls à essuyer les plâtres, en quelque sorte. La justice ne suit absolument pas, hein, ça c'est dramatiquement clair. Il suffit d'aller dans un tribunal. J'encourage toujours mes concitoyens à le faire. Allez dans un tribunal avec un code pénal et vous verrez, lisez le code pénal, regardez quelles sont les réquisitions prononcées par le procureur et quelles sont les condamnations prononcées et quelles sont la réalité des peines effectuées une fois déduites des remises de peine et de l'application des peines, etc. Tout est réuni pour qu'on soit dans cette situation. Et le policier français est peut-être aujourd'hui un des plus désarmés moralement du monde. Peu de pays, je crois, renoncent à ce point dans des... Alors, on peut parler de maintien de l'ordre, mais pas seulement. Peu de pays renoncent à ce point délibérément au monopole de la violence, qui est normalement attribué aux policiers, et même parfois renoncent à la légitime défense, tout simplement. Les policiers sont à ce point terrorisés par la publicité qui peut être faite à une bavure, même s'ils se défendent de manière tout à fait correcte. Pas comment aujourd'hui ils peuvent sortir, à part on est entre les collègues savent, mais ça suffira pas. Il faut qu'il y ait un minimum, il faut que les choses aillent à un moment donné un petit peu dans leur sens, et ce n'est pas le cas du tout malheureusement. Les policiers ont des auteurs de faits signalés et doivent chercher les individus qu'on leur signale. Ils ne sont pas là pour contrôler tout le monde équitablement. Ils essaient simplement d'être efficaces. C'est pas du tout des logiques gratuites de racisme ou quoi que ce soit. Mais encore une fois, c'est une manière de les empêcher de faire leur travail. Et de toute façon, la justice empêchera en tout cas leur travail et ses fruits. Donc, vraiment, la situation est extrêmement préoccupante. Et grâce au sang-froid des policiers, à leur métier, leur professionnalisme, on constate très peu d'incidents graves par rapport, encore une fois, à l'état de tension dans lequel ils évoluent. Je vous remercie. On avait eu un petit incident technique, on ne vous entendait plus dans vos dernières paroles. Je vous remercie de cet éclairage, mais quelque part, j'ai envie de vous dire, comment se fait-il que les policiers ne sont pas pris justement à cette juste valeur d'appréciation? Comment se fait-il que les politiques, aveuglés par une forme de catéchisme politique, n'analysent pas les faits que tous les jours les policiers viennent leur confier? On vient leur expliquer comment ça se passe dans les banlieues depuis fort longtemps, on leur explique la dérive de la violence, on leur explique la montée de la violence. Certains écrivains comme vous leur expliquent. Et comment se fait-il qu'il n'y a pas cette prise de conscience? Comment se fait-il même que dans les médias, dans la grande majorité des médias, il n'y a pas cette lucidité de vue? La construction médiatique répond à une idéologie dominante. C'est une construction aussi qu'on retrouve dans les universités et chez pas mal de magistrats, qui consiste à inverser en fait la causalité criminelle, de faire de l'auteur des faits une victime de la société. Et donc par extension, le flic, c'est toujours le méchant flic, parce que lui, il va être dans le rôle du respect bête et méchant de la loi et de l'ordre. Et donc, c'est à lui qu'on va s'en prendre, puisque les choses n'évoluent pas comme on le voudrait, puisque le vivre ensemble spontané ne se passe pas bien du tout. Et plutôt que d'admettre cet échec et de se pencher, de chercher les causes de cet échec, de le regarder en face, on préfère continuer à aller dans le mur et ce sont encore une fois aux policiers d'essuyer les plâtres, et ils sont seuls en première ligne, et c'est à eux de subir tout ça. Et évidemment, ce sont des hommes, ils ont des familles, et à un moment, ce sera pas possible. Et déjà, c'est pas possible. Effectivement, on voit des policiers qui veulent démissionner. Il y a un taux de suicide dans la police qui est complètement hallucinant. Il y a énormément de problèmes. Et pour l'instant, je vois vraiment malheureusement
aucune voie vers la résolution de ces problèmes. Vous ne pensez donc pas que le Beauvau de la sécurité, par exemple, va pouvoir apporter une réponse à toutes ces interrogations? Non. Alors, les politiciens pourront toujours... ils savent très bien que cette posture un petit peu autoritaire et populaire dans la population. On a eu Darmanin, on a eu Sarkozy, le festival des ministres de l'Intérieur un petit peu dur, avec le menton en avant. Ça plaît beaucoup, mais c'est pour faire oublier surtout que la réalité du problème de l'insécurité, elle est judiciaire. Donc, c'est Dupond-Moretti, Belloubet, Taubira, etc. Et eux ont un pouvoir réel, notamment sur l'application de la loi, puisque vous pouvez avoir la meilleure police du monde, à partir du moment où la justice n'existe pas derrière, le code pénal n'a plus aucune existence au sein des tribunaux, eh bien, vous allez droit dans le mur. Et les petites annonces politiciennes qu'on a l'habitude d'entendre ne sont qu'un théâtre et ne se donnent pas pour objet, malheureusement, de résoudre ce problème en profondeur. Est-ce à dire qu'on ne peut envisager qu'une issue, une issue un peu apocalyptique alors? Si le politique, au niveau de ses décisions, n'a aucune lucidité, est-ce qu'il faut s'attendre à une situation apocalyptique? Je pense que comme l'impunité grandit, le sentiment d'impunité des délinquants grandit, donc ils sont de plus en plus audacieux, ils attaquent de plus en plus les policiers sont de plus en plus accablés par cette situation, évidemment on aura de plus en plus d'incidents graves. Et donc ça remettra une pièce dans la machine médiatique, on criminalisera la police sera encore plus sous pression et le sentiment d'impunité sera encore plus grand, et ainsi de suite. Et c'est un peu un cercle vicieux. Et malheureusement, évidemment, on ne peut qu'avoir des incidents très graves. Avant de poser la question aux collègues pour avoir leur appréciation, j'aimerais savoir ce que vous pensez, vous, de cette loi sécurité globale. Alors, je sais bien que tout le monde s'est polarisé sur cet article 24, là, sur le floutage des policiers filmés, etc. Moi et plusieurs de mes collègues, on s'interroge plutôt sur les articles 1 et 2 dont personne ne parle et où on voit un véritable glissement de la mission régalienne de l'État de sécurité vers des sociétés de sécurité privées et des polices municipales. Quelque chose qui me paraît irréversible et qui est d'un extrême danger, à mes yeux. J'estime que là, il y a un désengagement total de l'État et qui va être très très lourd de conséquences. Ce fameux continuum de sécurité, c'est en fin de compte un désengagement total de l'État. On aimerait avoir votre appréciation sur cette loi de sécurité globale et sur ces articles importants à mes yeux. Oui, c'est vrai que ça m'a aussi beaucoup frappé, et ça me frappe que vraiment ce débat-là n'ait absolument pas lieu et qu'on se polarise sur cette histoire de vidéo. Je pense qu'il serait pertinent que les policiers soient équipés de vidéos eux-mêmes en permanence pour justement avoir une sorte de moyen de se défendre, parce que là, ils n'en ont pas. Et les vidéos, évidemment, qui seront publiées seront toujours particulièrement à charge. Donc, si on n'a pas le début du film, on ne peut pas savoir ce qui s'est passé. Donc, malheureusement, pour la liberté de leur métier, je pense qu'ils devront se résoudre à ça. Je crois que c'est prévu d'ailleurs, de toute façon. Donc, ça, c'est une chose. Après, sur ce transfert de pouvoir, peut-être est-ce un moyen pour l'exécutif de se laver les mains de ce qui va suivre, comme la population a le sentiment que la police est inefficace. Encore une fois, c'est un sentiment qui est trompé, qui est faussé par les médias, mais pour l'exécutif, ce serait une bonne chose, un bon moyen de dire ce sont les villes qui ne savent pas gérer, ce sont les sociétés privées qui doivent, et donc c'est plus notre problème finalement. Tactiquement, c'est plutôt un bon moyen de se débarrasser de la patate chaude. Oui, mais sur le long terme, ça risque d'avoir des conséquences absolument dramatiques.
Sur le long terme. Ah, on a l'apparition dans le studio d'un gentil chien qui vient nous rendre visite. J'espère que je vais pouvoir le sortir après le couvre-feu, parce qu'il paraît qu'on peut sortir son chien après le couvre-feu. Bien, je vous remercie infiniment. J'aimerais donc avoir maintenant sur ce même thème de cette loi de sécurité globale, l'avis des collègues. Je pense que M. Berton a entièrement raison en ce qui concerne cette proposition de loi sur la sécurité globale. Tout le monde se focalise sur cet article 24 qui, à mon avis, est un leurre. Alors que quand on lit cette proposition de loi, on s'aperçoit que le titre 1 qui traite des polices municipales et le titre 2 qui traite des agences privées de sécurité sont beaucoup plus importants. Et dans l'idée des députés La République En Marche qui proposent cette loi, il s'agit de créer ce qu'ils appellent un continuum de sécurité entre la police nationale et la gendarmerie d'une part, et puis les polices municipales, et puis au-delà les agences de sécurité privées. Alors moi, ce qui me choque, c'est que finalement, on donne aux gens l'impression que la police municipale, c'est rien d'autre qu'une petite police nationale appliquée à l'entité locale qu'est la commune, alors que c'est pas du tout ça, c'est pas du tout les mêmes pouvoirs, c'est pas du tout les mêmes missions. Même si l'objet de cette proposition est de donner quelques pouvoirs supplémentaires en matière de judiciaire, en matière de petits judiciaires aux polices municipales. Et moi, ce qui me dérange énormément, c'est que j'ai l'impression qu'on va vers une communautarisation des polices, on va vers des polices locales à différentes vitesses, et qu'on va avoir des communes relativement riches qui vont pouvoir se doter d'une police municipale qui traitera de sécurisation et un petit peu de petits judiciaires. Et puis malheureusement, il faut peut-être aussi se poser la question de savoir ce qu'on fera quand on aura des communes qui sont à très forte population immigrée, quand on aura ces communes en voie d'islamisation, si ce n'est déjà islamisées, qui demanderont et obtiendront la possibilité d'avoir des polices municipales. Est-ce qu'on pourra refuser à Trappes ou au Mureau ce qu'on accorde à Nice et à Cannes? Je me pose cette question. Olivier, alors je peux peut-être intervenir là-dessus, si vous le souhaitez. Voilà, alors moi, très honnêtement, sur cet article 24 de la loi sécurité globale, je ne l'ai vu que comme un prétexte pour contester un gouvernement, alors qui est ce qu'il est, on est bien d'accord, mais ça n'est uniquement ça. Je ne vois rien d'autre derrière. Bon, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je pense que cette loi sécurité globale, qui a pour assise le fameux livre, a ceci d'extraordinaire, c'est que lorsque l'on prend connaissance de l'ensemble, ce qui est stupéfiant, c'est qu'il n'y a aucun fil conducteur. Il n'y a aucun fil conducteur. Le livre blanc, notamment, est un ensemble de propositions de réforme qui sont aussi décousues les unes que les autres, puisque on va du traitement des ivresses publiques et manifestes à l'utilisation des drones, en passant par la police scientifique. Moi, je n'ai absolument pas vu de fil conducteur qui soit à même de guider une vraie politique de sécurité. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on voit notamment en ce qui concerne la réorganisation possible de la police nationale. Ils sont allés récupérer de vieilles idées. Je pense notamment à la départementalisation de la police nationale, à sa zonalisation, des choses qui ont déjà eu lieu, qui ont été des échecs lamentables. Je vois pas très bien comment ça pourrait marcher aujourd'hui, alors que la situation sécuritaire dans notre pays est bien pire au milieu des années 80, lorsque cette expérience a été faite et où elle a prouvé qu'elle était totalement inapplicable, au moins en l'état. Ça, c'est un autre point. La gendarmerie nationale, là-dedans, on n'en parle pas, donc elle n'a pas besoin de se réorganiser. Pourtant, ce sont deux forces qui sont complémentaires, police nationale, gendarmerie nationale. Si, la seule chose, c'est ce fameux livre blanc parle de donner des ressorts territoriaux plus importants à la gendarmerie, mais avec quels moyens? La gendarmerie nationale aujourd'hui, pour laquelle j'ai le plus grand respect, entendons-nous bien, n'a déjà pas les moyens de faire tourner correctement ses brigades. Et on parle de lui donner éventuellement des départements. Franchement, c'est l'incohérence la plus totale. On se demande, ce livre blanc, par qui il a été fait, qui a été entendu, qu'ont dit les personnes qui y ont participé, ça n'a ni queue ni tête. C'est catastrophique. On a un manque de visibilité totale, tant d'un point de vue théorique sur la sécurité, que d'un point de vue pratique, et ça, on vient de l'évoquer, puisque évidemment, sans bonne théorie, il ne peut pas y avoir de bonne pratique. On est dans le mur, soyons clairs, on est dans le mur. Et ce Beauvau de la sécurité qui se propose de prendre pour assise cette loi sécurité globale et ce livre blanc de la sécurité intérieure,
ne peut déboucher sur rien dans ces conditions. C'est juste pas possible. Voilà mon sentiment. Alors, Monsieur Berton, à entendre les collègues, on voit bien que ça fait l'unanimité. Tout le monde est bien conscient de l'inutilité de cette loi. Mais j'aimerais avoir votre sentiment. Est-ce que on peut qualifier ça d'amateurisme, d'irresponsabilité, ou alors au contraire, est-ce que c'est très machiavélique? Est-ce que la finalité de ce désintérêt des missions régaliennes, est-ce que ça s'inscrit pas, au contraire, dans toute une perspective d'européanisation de la société, du transfert de la culture française vers autre chose? Est-ce que c'est trop simple, à mon avis, c'est trop simple de parler d'amateurisme? J'ai l'impression que l'État, plus il gagne en compétences, plus il grandit, plus il s'accroît, moins justement il va être efficace sur ses missions primordiales, sur ses missions régaliennes. Aujourd'hui, il est extrêmement efficace pour prélever des impôts, par exemple, et pour contrôler les attestations, etc. Mais sur les missions de base comme la sécurité, la justice, c'est une faillite, c'est une faillite majeure de l'État. Et alors, c'est ce que j'ai constaté dans les loges de la force, c'est que voilà, il va s'intéresser à peu près tous les sujets de la vie courante, il va tous les réglementer, il va tout nous expliquer comment mettre un pied devant l'autre, mais sur la mission fondamentale qui est la sienne, il est complètement absent. Et normalement, tout citoyen peut demander des comptes à son administration, et il est urgent de le faire, parce que là, cet échec, vraiment, regardez les statistiques criminelles, elles sont complètement édifiantes. Je relisais tout à l'heure encore, en 2018 par exemple, vous avez quasiment 100 000 viols déclarés sur l'ensemble de l'année, vous avez à peu près 24 000 plaintes qui sont déposées, et vous avez à peu près 1200 personnes qui sont condamnées sur la même année. Et sur ces 1200 condamnés, intéressez-vous à la peine moyenne qui est requise et prononcée et effectuée. Et c'est vraiment, c'est assez incroyable dans un pays où tout fait scandale facilement, où vous avez quand même des associations féministes qui sont assez bien représentées, que de tels chiffres ne soient pas plus connus et martelés. On va vous parler d'un individu, d'une affaire, d'un type qui a la lèvre qui saigne, mais ce qui se passe tous les jours, plusieurs centaines donc de viols, plusieurs milliers d'agressions, passent complètement sous les radars. C'est stupéfiant. Et c'est pour ça que quand quelqu'un a accès à ces chiffres, il n'y croit pas. Il va dire mais non, c'est pas possible, c'est faux. Eh bien non, les chiffres existent, mais ils sont peut-être trop stupéfiants maintenant pour passer à la télévision et obtenir, je sais pas, un débat apaisé. Bien. Tu voulais intervenir peut-être? Non, moi je partage le point de vue de M. Oberton et bien sûr de celui d'Olivier Damien. Ça va de soi. Maintenant, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a une solution? Où est-ce qu'on va? Parce que là, finalement, on s'aperçoit que la police n'a pas trop la cote, mais est-ce qu'elle peut retrouver la cote d'amour qui était la sienne, ne serait-ce qu'en 2015? Je vous rappelle à tous une chose moi qui me sidère, c'est que en 2015, après les attentats de janvier et de décembre, la police avait une cote d'amour qui était énorme. Les policiers étaient applaudis dans la rue, on était des héros. Et ça, c'était fin 2015. Et puis, assez vite, je dirais en 2018, avec notamment les manifestations des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes première époque, pas les Gilets jaunes extrême gauche, mais les braves gens qui manifestaient contre la hausse du prix de l'essence, les taxes, etc. Comment se fait-il que très très vite, en 2018, la cote d'amour qui était celle de la police en 2015 se soit effondrée? Moi, je me pose cette question. Comment est-ce qu'on a fait entre 2015 et 2018 pour passer du statut de héros à celui de personnes dangereuses dont il faut se méfier. Alors oui, bien sûr, on fait le constat aujourd'hui, mais comment faire pour retrouver cette cote d'amour qui était la nôtre en 2015? Voilà, je me pose la question.
Alors, moi, si je peux me permettre une petite intervention à ce sujet-là, qui est intéressant, c'est qu'effectivement, la police nationale, qui garde un niveau de confiance chez nos compatriotes d'à peu près 60%, selon les derniers sondages. Alors, en forte baisse, c'est vrai. Mais le problème, c'est que ce sont toutes les institutions qui aujourd'hui s'effondrent en termes de confiance dans les sondages. Regardez les codes des personnalités politiques. Elles s'effondrent. Le premier d'entre eux, on se demande d'ailleurs pourquoi, c'est Édouard Philippe qui, paraît-il, est le mieux vu des Français, il a 50%. L'institution judiciaire, n'en parlerons pas, elle est à peine à 50% de confiance, etc. Moi, je crois que c'est l'image de la police pâtit également de cette mauvaise image de l'ensemble de nos institutions et de l'ensemble de notre personnel politique. Les Français, ils font un package. Ils font, à la limite, ils sont capables bien sûr de discerner l'action d'un policier violent ou l'action d'un policier qui va être héroïque, mais l'institution en tant que telle est aussi jugée, entre guillemets, à travers ceux qui la conduisent, ceux qui la gouvernent, et évidemment ceux qui participent à l'action de la justice, à savoir les magistrats. Donc l'effritement, pour ne pas parler d'effondrement de ce qui sera encore un peu excessif de l'image de la police, je crois qu'en réalité, il est étroitement lié au malaise global, à la défiance complète et totale que nos concitoyens ont à la fois dans leurs institutions et dans leur personnel politique. Et je crois qu'une partie de la réponse, pour restaurer l'image de la police, il faudra que l'État déjà commence par restaurer sa propre image. Et ça, c'est pas gagné avec les gens que nous avons aujourd'hui. Moi, je voudrais revenir, ce que dit M. Oberton et le monsieur là, c'est tout à fait exact. Je voudrais voir un petit peu, parler des manifestations récentes où les violences, que ce soit, les violences ont atteint un degré jamais connu jusqu'à maintenant. Le problème, c'est que, alors pourquoi? Si on demande aux gens pourquoi ils manifestent, alors ils manifestent pas pour toutes les raisons que vous venez d'évoquer, parce que quelque part ils n'en savent rien. Si on leur pose la question, ils manifestent parce qu'il y a des violences policières. Voilà, c'est tout ce qu'ils voient, il y a des violences policières. Et puis ce qui les inquiète, c'est l'article 24. Ils s'inquiètent de ne pas pouvoir filmer les policiers en train d'intervenir. Alors, on n'a jamais empêché les gens de filmer les interventions de police, si ça les amuse. Mais ce qu'on ne veut pas, c'est que ces images soient diffusées sans que le visage des policiers soit flouté. Alors pourquoi? C'est pour éviter l'affaire de Magnanville, où le couple de policiers a été assassiné, par exemple. Ça évite que des collègues soient suivis jusqu'à domicile pour être agressés. Voilà. Qui filme, il n'y a aucun problème. On veut juste que les visages soient floutés. Alors, ils manifestent pourquoi? Pour les violences policières. Voilà, il n'y a que ça, ils ont que ça dans la bouche, les violences policières. Alors, pourquoi cette mauvaise image? Elle est véhiculée par les médias. Voilà. Systématiquement, dès qu'il y a une affaire où il y a la police qui intervient, ça fait la une. Et puis voilà, c'est ça. Alors je reviens par exemple sur l'affaire Zecler. C'était juste le début. On savait pas vraiment ce qui s'était passé. On avait qu'une partie de vidéo, pas le début, pas la fin. On savait pas pourquoi l'individu à la base voulait être interpellé. Mais dès le début, ce qu'on savait, c'est voilà, un producteur tabassé par la police. Alors je trouve ça quand même un petit peu gros. Avant d'accuser la police, il faut peut-être un petit peu voir ce qui s'est passé et ce qui ne s'est pas passé. Ce qu'il y a de terrible, c'est que non seulement les médias se font très largement l'écho de ces événements, mais ce qu'il y a de dramatique, c'est que le président de la République lui-même, dans un interview, a reconnu qu'il y avait des violences policières, et se rendant compte qu'il avait fait une bêtise, 2 jours après, il dit qu'il va créer un Beauvau de la sécurité, etc. En fin de compte, on a l'impression d'un adolescent qui accumule les bévues, qui accumule les bêtises, et on est tout le temps en train de rattraper ces bêtises derrière lui. S'il y a eu, un divorce s'est opéré à l'égard de la police de la part de la population, c'est bien à cause de lui. Je veux dire que si cet épisode des Gilets jaunes, qui était une jacquerie tout à fait légitime de gens qui réclamaient un peu de dignité, avait été traité politiquement, c'est-à-dire par un retour aux urnes, et non pas traité policièrement comme on nous l'a fait faire, on n'en serait pas là.
Hein, je crois que ça a été notre supplice, hein, l'affaire des Gilets jaunes. Pour ma part, je trouvais cette jacquerie tout à fait légitime. Pour une fois, des gens réclamaient la dignité. La dignité, c'est quoi? C'est lorsqu'on est dans la résignation d'un destin, d'en accepter le parcours. Et je trouve que c'était tout à fait louable de leur part. On nous accuse il nous a dit qu'on faisait des contrôles aux faciès, mais quand un président de la République dit que dans les gares on croise des gens qui ne sont rien, quand il dit si tu veux t'acheter un costard t'as qu'à travailler, etc. Si c'est pas des insultes ça à l'égard d'une population, je me demande ce que c'est. Et le problème c'est qu'aujourd'hui c'est les policiers qui trinquent de tout ça parce que ils ont une obligation de loyauté envers l'État et ils le payent aujourd'hui très très cher à mon avis. Alors pour revenir, et je voudrais en terminer avec l'affaire Zecler, j'ai rien contre ce monsieur, mais ça agace tout le monde, c'est désolant au plus haut point. Les 3 policiers là ont été lâchés par tout le monde en fait, ils ont été désapprouvés jusqu'au plus haut sommet de l'État, résultat ils sont tous les 3 en prison. Alors ils sont en prison, pourquoi? Alors on a demandé mais pourquoi ils sont en prison? Parce que est-ce qu'ils méritent d'être en prison pour cette affaire on sait pas trop en fait, enfin, tout n'est pas dit. Hein. Alors ah oui, il faut qu'ils soient en prison parce que pour 2 raisons. Pour leur éviter qu'ils communiquent et pour éviter qu'ils fassent pression sur les témoins. Alors pour pas qu'ils communiquent ensemble, mais ça y est, pourquoi ils vont communiquer? Ils ont déjà été entendus et réentendus, tout a été dit. Ils n'ont plus rien à communiquer. Et puis qu'ils fassent pression sur les témoins. Quelle pression ils vont faire? Je précise juste une chose en termes de risque de communication entre eux, c'est qu'ils ont été placés en garde à vue par l'IGPN 1 semaine après les faits. Donc ils ont eu 1 semaine pour se mettre d'accord, s'ils avaient voulu se mettre d'accord sur quelque chose. C'est une fausse raison, enfin ça ressemble à rien. En fait, c'était pour satisfaire une minorité qui crache sur le pays aussi, il faut le dire, qui crache sur la police, et puis il fallait satisfaire ces gens-là. Donc on a sacrifié non seulement 3 policiers, on a aussi sacrifié leur famille. Il faut le savoir. C'est des gens qui sont mariés, qui ont des enfants, on les a sacrifiés pour satisfaire une minorité, tout simplement. On comprend bien que ce fait divers a particulièrement traumatisé l'institution policière. Si je peux me permettre juste un petit aparté, 40 ans de police, pour moi, il est impossible que des policiers aient fait preuve d'une telle violence pour un simple défaut de masque. C'est impossible. Quand on a un vécu policier, on sait très bien que s'il y a une forme de violence dans l'interpellation, c'est qu'il s'est passé quelque chose auparavant, ou une suspicion de quelque chose auparavant, beaucoup plus grave que le simple fait d'être noir et de ne pas avoir de masque sur soi. À mon avis, tout policier pourra vous le dire, il y a forcément quelque chose derrière tout ça. Enfin bref, fermons la parenthèse. Ce que je voulais simplement, pour conclure ce débat, puisque on va être coupé à cause de Zoom, là, je voulais juste savoir la conclusion de M. Oberton. On est tous des vecteurs et des facteurs d'analyse. Vous, à travers vos livres, nous, à travers les mises en garde que l'on fait quotidiennement, en étant des simples vecteurs d'appréciation, des ambulanciers, comme vous nous avez dit tout à l'heure. J'aimerais avoir votre sentiment. Est-ce qu'à un moment donné, les gens vont prendre conscience, vont arriver à avoir la maturité suffisante pour prendre le recul et avoir une analyse saine de la situation? Est-ce qu'on va pouvoir s'en sortir quelque part? Il faudrait que le paysage médiatique évolue vraiment en profondeur, comme le disait votre témoin. Si la population ne se rend pas compte, ne voit pas ce qu'est la réalité de ce métier, sa perception continuera d'être biaisée. Aujourd'hui, le citoyen français, il est quand même dans un état de confort relatif. Il regarde la télévision. Il veut que les policiers résolvent pour lui des conflits très durs, et en imaginant que quand quelqu'un comme ça, de costaud, se rebelle, résiste à son arrestation, peut très bien se passer. En situation de stress dans laquelle les policiers se trouvent, parce qu'il n'était pas tout seul, hein, ce fameux producteur, lors de son interpellation, il appelait ses camarades au secours, etc. Enfin, il faut se mettre à la place de ces policiers, et tant que les médias ne feront pas leur travail
et ne donneront qu'un seul son de cloche, toujours le même, toujours extrêmement accusatoire, la population ne pourra pas imaginer ce qu'est ce quotidien, ce qu'ils endurent, ce qu'ils vont subir comme injures, comme provocations, comme coups, qui eux évidemment ne seront pas filmés ou en tout cas ne donneront pas du tout lieu à l'indignation publique. Donc c'est aux médias de ce travail, et malheureusement aujourd'hui les médias qui sont, de par leur étymologie, intermédiaires entre la population et l'information, fait barrage aujourd'hui et va trier de manière vraiment scandaleuse l'information pour qu'elle soit compatible avec son propre biais idéologique. Et tant qu'on en sera là, malheureusement, l'image de la police ne peut pas s'améliorer. Mais quand même, comme le notait Monsieur Damien, il y a une résistance de la population, parce que la population a profondément confiance en sa police, et elle est au service de l'État. Donc c'est vrai que c'est peut-être une des institutions les plus respectées aujourd'hui, malgré nos gouvernants et malgré leurs échecs dans le maintien de l'ordre, de la justice et tout ce qu'on veut. Le Français ne demande qu'à avoir confiance en sa police. Bien écoutez, je vous remercie à tous les trois pour ce énième interview autour du terme de « La police ne peut plus rien pour vous », je le rappelle, qui est un terme générique, mais qui nous permet d'aller au-delà, d'avoir des analyses un petit peu plus globales. D'ailleurs, on le voit au travers de tous les intervenants que l'on fait venir ici. Vous voyez que l'Institut des libertés souhaite justement, en étant le plus éclectique possible, mais en permettant aux intervenants d'avoir une plage horaire assez étendue pour pouvoir s'exprimer, d'avoir cette capacité d'analyse qui nous font tant défaut aujourd'hui. Monsieur Oberton, je vous remercie. Olivier, je vous remercie. Et je vous dis à bientôt sur IDL Média, bien sûr. Merci à tous. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Alors, avant de nous quitter, bien sûr, je voudrais vous rappeler les livres de Monsieur Oberton. Guérilla, le temps des barbares, La France orange mécanique, La France interdite, tout ça chez l'éditeur Ring, et puis bien sûr L'éloge de la force qui vient de sortir, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je l'attends au pied de mon sapin le jour de Noël. Le livre également de notre ami Marcel Ménessier, Flic de France, pourquoi tant de haine, aux éditions Jacques-Marie Lafon. Et je vous dis à bientôt sur IDL Média.